Bien, si vous voulez bien prendre place, mesdames et messieurs, il est 18h30, nous allons démarrer. J'ai demandé à monsieur Maudoufal de bien vouloir, en l'absence de notre Benjamin, procéder à l'appel. C'est parti, j'aurai pas la belle voix de Léana est totalement différente de la mienne, ça c'est sûr. Voilà. Bertrand Ringot. Présent. Alain Merlin. Présent. Michel Korkhoff Lefranc. Daniel Villemot. Marilène Bossard. Christian Devos. Marie-Madeleine Dubois. Alain Boniface, excusé, donne pouvoir à M. Daniel Villemot. Laurie Verstraete. Raoul Dufruy. Julien Veillère. Claude Wadou. Jean-Pierre Herbez, excusé, donne pouvoir à M. Devos. Michel Canoun. Claudine Barbier, excusé, donne pouvoir à Mme Deneville. José Bleuet. Bruno Marcy. Valérie Genevet. Emmanuel Perry est excusé, donne pouvoir à Mme Bleuet. Lise Blancard, excusé, donne pouvoir à Mme Kerkhoff. Christelle Deneville. Laurent Nottebar. Nathalie Rio, excusée, donne pouvoir à Mme Kerkhoff. Karine van der Straten. Annabelle Sala. Aurore Devos. Cédric Liagre. Julien Guérard. Maudou Fall, moi-même présent. Léana Vandevel est excusée et donne pouvoir à M. Dufruy. Maria Alvarez. Présente. Christelle Hénon. Voir. Okay. Étienne de la Manche-Bruges. Présent. C'est tout. Merci, M. Maudoufal. Donc, le quorum étant atteint, nous pourrons délibérer valablement. Avant de rentrer dans notre ordre du jour, je voudrais que nous ayons une pensée pour celui qui fut longtemps notre vice-président du Centre communal d'action sociale de Gravelines. Je pense à Jean-Pierre Lheureux, qui nous a malheureusement quittés le 11 juillet. Ce natif de Bourbourg avait passé 27 mois en Algérie pendant la guerre. Ses médailles militaires obtenues attestent des épreuves endurées et des mérites accomplis. À son retour, il épousa Françoise et devient gendarme. Il quittera en 1983 la gendarmerie pour la communauté urbaine de Dunkerque au service logement, puis devient agent du CCAS de Gravelines en 1986. Enfin, il prendra sa retraite en 1999 et s'engagera dans de nombreuses causes. Bien sûr, le Centre communal d'action sociale, administrateur de l'association Agir et membre de différentes commissions municipales et extra-municipales. Je suis également délégué départemental de l'éducation nationale, secrétaire de la Société de chasse de Gravelines pendant 25 ans et membre de plusieurs associations. Je présente à votre nom et en mon nom personnel à sa famille de sincères condoléances. Je vous propose d'observer quelques instants de silence. Merci. Je vous remercie. Je vais donc suspendre la séance pour accueillir Delphine Capet, donc, qui travaille sur cet important sujet du PLUiHD, donc en d'autres mots le plan local d'urbanisme, hein, donc, qui est finalement la déclinaison qui suit l'adoption du SCOT, donc PLUiHD, qui est un document important pour notre ville et pour la communauté urbaine de Dunkerque, qui finalement définit les grandes orientations des 10 prochaines années pour notre territoire en termes d'habitat, de déplacement, de logement. Donc sans plus tarder, je vais lui laisser le soin de nous exposer les grandes lignes de ce document ô combien copieux. Hein. Je n'ai pas en tête le nombre de pages, mais c'est une véritable encyclopédie. Hein. Donc voilà, on a fait un travail important avec les services de la ville de Gravelines pour faire valoir nos attentes par rapport à ce PLUiHD. C'est un dialogue, disons-le, avec l'État. Hein. C'est de trouver un équilibre entre ce que nous souhaitons,
et ce que nous pouvons obtenir. Donc c'est une négociation qui n'est, disons-le, pas facile, dans un contexte où, vous le savez, il y a quand même une volonté du législateur de faire en sorte de préserver un maximum les espaces non construits à ce jour, ce qui peut s'entendre, mais ce qui n'est pas toujours évident à réaliser lorsqu'on est en charge d'un développement territorial. Voilà, j'aurai l'occasion de vous dire encore quelques mots sur ce PLUAG, du moins dans sa déclinaison gravinoise, mais sans plus tarder, je passe la parole à Delphine Capet. Merci Monsieur le maire. Donc vous êtes pour la deuxième fois appelé à émettre un avis sur ce projet de PLUIHD. Vous en aviez émis un et puis il a été décidé par les élus, suite aux avis rendus par l'État notamment, de retravailler le projet pour tenir compte des avis qui avaient été formulés. Donc vous êtes amené à émettre un deuxième avis sur ce projet de PLUIHD. On peut passer sur la slide suivante. Donc, ce projet de territoire, comme le disait Monsieur le maire, effectivement, il s'articule autour de 3 grandes orientations. Donc, ces orientations ont peu évolué, néanmoins, je vais vous les rappeler, puisque c'est à partir de ces 3 grandes orientations, finalement, qu'on va dérouler ensuite l'ensemble des pièces qui composent le document. Donc, la première orientation souhaitée par les élus, c'est de promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre, et de placer les questions d'urbanisme et de santé au cœur du document. Alors pourquoi la santé? Parce qu'à travers cette approche, en fait, et à partir de ce qu'on appelle les déterminants de santé, on va pouvoir agir sur la santé des habitants en faisant en sorte d'améliorer ce qui favorise notre bon état de santé, c'est-à-dire notre environnement, parce que ça participe pour une part importante à notre bon état de santé. Donc une articulation forte du travail qui a été mené avec donc tout ce qui concerne la mobilité. Donc finalement, l'idée c'était de se dire, on regarde d'abord comment les déplacements s'opèrent sur le territoire et ensuite on va décider là où on va aller développer des nouveaux secteurs de projets sur l'agglomération. C'est aussi donc toutes les questions liées au maillage des soins sur le territoire et puis donc tout ce qui va concerner aussi la préservation des paysages de notre cadre de vie, ce qui fait aussi qu'on a un territoire aussi attractif et où on se sent bien. Donc une importance particulière sur toutes ces questions avec un objectif aussi de poursuivre le verdissement de l'agglomération. Donc on peut passer à la slide suivante. Une orientation 2, donc cette fois qui est sur les questions de proximité et puis de répartition de la politique de l'habitat sur le territoire, avec une répartition qui a été souhaitée concertée par les différents élus du territoire, avec donc toujours cet objectif de favoriser le renouvellement urbain. Donc, Monsieur le maire en parlait, la loi climat et résilience est passée par là depuis. Pour un tiers, donc les projets se réaliseront en extension urbaine et pour 2 tiers en renouvellement urbain et dans une enveloppe de consommation foncière de 25 hectares par an, tout projet confondu, c'est-à-dire habitat, économie, tourisme, à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération. Donc c'est un objectif qui est relativement ambitieux, mais qui finalement trace la voie sur finalement cette réduction drastique aussi qui est souhaitée sur la consommation foncière. Avec donc des objectifs de densité donc, qui sont différenciés en fonction des secteurs de l'agglomération. Et puis cette idée aussi à travers la politique de l'habitat, donc de répondre aux différents besoins de la population en matière de parcours résidentiel, parce qu'en matière d'habitat, on n'aura pas forcément les mêmes besoins en fonction des différents âges de la vie. Un objectif donc de rééquilibrage aussi du parc social à l'échelle de l'ensemble du territoire, avec des objectifs de construction qui sont diversifiés en fonction des secteurs de l'agglomération. Donc évidemment, là où on aura une offre de transport en commun attractive, on va construire plus que dans des secteurs qui sont moins efficacement desservis par les transports en commun. Donc tous ces principes-là qui sont mis en place et qui ont fait l'objet aussi des discussions entre les différents maires pour répartir en fait cette enveloppe de consommation foncière et cet objectif de construction de logements sur l'ensemble du territoire communautaire. On peut passer à la dernière orientation, donc l'orientation 3, qui est donc plus liée aux questions d'emploi sur un territoire donc, qui est en transition. Donc cette transition économique qui passe à travers le développement de 4 axes.
Donc les filières d'avenir, et vous en avez sans doute entendu parler, donc c'est tous les projets liés autour du verdissement de l'industrie sur le territoire et comment on accompagne aussi ce verdissement de l'industrie à travers le développement de formations pour accompagner aussi cette mutation. Tout ce qui va concerner également donc, la politique agricole communautaire et notamment comment finalement on accompagne cette mutation de l'agriculture vers plus de proximité, plus de bio, plus de circuits courts. Un axe également lié à la montée en gamme de tout ce qui est tourisme, avec cette idée de dire aussi il faut maintenant réussir à fixer les personnes qui viennent faire du tourisme sur le territoire en proposant une offre de qualité. Et donc c'est tout ce qui tourne également autour des entreprises innovantes pour multiplier et mailler le territoire et renforcer son attractivité. Donc voilà les 3 grandes orientations. C'est à partir de ces 3 grandes orientations finalement qu'on va dérouler l'ensemble des pièces qui vont composer le document. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc ce qui va concerner plus spécifiquement en fait le territoire de la commune de Gravelines. Donc ce sont essentiellement donc, les règles graphiques. Donc il y en a 3 principales. Le plan de zonage, donc on va déterminer en fait les grands principes d'occupation de l'espace. Un plan des hauteurs, donc qui va déterminer en fait des règles pour que les constructions s'insèrent le mieux possible dans les tissus urbains existants, en déterminant des hauteurs maximales. L'objectif étant qu'à partir des hauteurs existantes qui composent les tissus urbains, on fasse en sorte que les constructions nouvelles s'insèrent le mieux possible, sans avoir des gabarits ou des hauteurs trop importantes et qui finalement défigurent le paysage urbain. Et enfin, donc un 3e plan qui est le plan de stationnement, puisque en fonction de la desserte de transport en commun, de la proximité d'une gare, c'est le cas de Gravelines, on va avoir des règles de stationnement différenciées, puisque forcément, quand on peut accéder plus facilement à un transport en commun, on aura peut-être un peu moins besoin de la voiture. Et donc l'objectif aussi, c'est de répondre par ces règles aussi au maillage du territoire en matière de desserte en transport en commun. Et donc on a défini des règles dans lesquelles on va avoir des règles de stationnement différenciées. Enfin, la dernière pièce, donc c'est le règlement écrit. Donc dans ce règlement écrit, vous allez retrouver pour chaque zone en fait les règles qui vont s'appliquer. Donc si on vient sur le plan de zonage, ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'on a 4 grands types de zones. Donc les zones U qui sont les zones urbaines, les zones A qui sont les zones agricoles, les zones N qui sont les zones naturelles, et dans ces différents espaces, on va retrouver des règles différentes. La 4e typologie, donc ce sont les zones, ce qu'on appelle 1AU, ce sont les zones d'extension urbaine, qui, elles, vont bénéficier également de règles spécifiques et d'outils qu'on vous présentera juste après. On peut passer à la slide suivante. Donc dans ce règlement, pour pouvoir en fait aider les personnes à s'y retrouver quand ils ont un projet, puisque finalement c'est à partir de ce règlement qu'on va instruire donc, tout ce qui est permis de construire, permis d'aménager, etc. On a déterminé 3 grandes questions. Donc 1, est-ce que je peux construire dans le secteur où je me situe? 2, comment je prends en compte mon environnement, comment j'intègre ma construction dans les caractéristiques urbaines et architecturales du secteur en question, comment je m'insère dans l'environnement, les paysages. Et enfin, donc, comment je me raccorde aux équipements et aux réseaux existants dans le secteur où je souhaite implanter mon projet. Donc, voilà pour la structuration du règlement. Ce qu'on souhaitait aussi, c'était le rendre aussi plus facilement accessible pour tout un chacun. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà en matière de zonage ce que ça donne sur la commune de Gravelines. Donc pour faciliter aussi l'appréhension et la lecture de ce plan, on y a posé des couleurs. Jusqu'à maintenant, en fait, les plans de zonage étaient en noir et blanc. Et donc avec les couleurs, on va pouvoir plus facilement aussi repérer dans quelle zone on se situe. Donc là, dans les différentes zones, vous allez retrouver les zones naturelles, agricoles en jaune et vert, et puis les tissus urbains qui sont un peu plus colorés finalement. Donc ça permet aussi de se repérer un peu plus facilement. Et toute la zone grise donc, qui correspond à la zone industrialo-portuaire qui est sur le territoire du Grand Port Maritime. On peut passer à la slide suivante. Donc, dans le travail qui a été mené là, depuis la reprise des travaux, on a travaillé aussi sur des questions qui n'avaient pas pu forcément être prises en compte lors du premier arrêt de projet. Donc c'est notamment toutes les questions autour de la préservation des linéaires commerciaux.
Donc ça, les élus de Gravelines ont souhaité se saisir de cet outil pour pouvoir préserver en fait des linéaires de commerce, des changements de destination. Donc ça veut dire que sur ces linéaires-là, pour pouvoir transformer un commerce en habitation, ben voilà, on va devoir apporter une attention particulière. On ne pourra pas forcément le faire parce que l'idée, c'est bien de conserver ces linéaires de commerce. Donc on peut passer à la slide suivante. Dans le même esprit, donc, il y a un travail qui a été mené sur la préservation des éléments qui caractérisent en fait le patrimoine architectural de la commune. Et donc, on a identifié ces éléments de patrimoine dans le projet de PLU-IHD. Et l'objectif, donc, c'est bien de les préserver et de les valoriser en édictant des règles spécifiques pour que les principales caractéristiques architecturales de ces bâtiments soient protégées. Donc là, on a effectivement fait un travail un peu plus fin dans la dentelle pour aller identifier ce patrimoine à protéger avec les services municipaux, avec les élus de Gravelines. On peut passer à la slide suivante. Donc là, du coup, on voit effectivement les objectifs en termes de production de logements sur la commune. Donc sur Gravelines, il y a un objectif de production à l'échelle de tout le PLU-IHD de 500 logements. Pour la communauté urbaine, en totalité, on est sur un objectif de production de 7500 logements. Et dont, sur ces 500 logements, 150 logements qui seront plutôt affectés à ce qu'on appelle le logement locatif social. Donc ça représente environ 30% de l'objectif de production totale de logements sur la commune. On est à 3000 sur la communauté urbaine de Dunkerque, ce qui représente environ 40%. Donc, dans le détail, ensuite, vous allez retrouver finalement tous les secteurs de projet et les objectifs de production sur ces secteurs de projet, sur toute l'échelle en fait de temps du document d'urbanisme. Donc, ces éléments-là, en fait, ça fait partie de la programmation Habitat, sur laquelle aussi vous êtes amené à émettre un avis. On peut passer à la slide suivante. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. On a des secteurs de projet où on a effectivement des zooms qui sont faits. Donc c'est, désolé pour l'acronyme, ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation. En fait, là, on va venir sur des secteurs de projet bien précis, définir des règles pour que le projet respecte finalement des orientations minimales et pour faire en sorte que les projets qui vont s'insérer demain dans ces secteurs, qui sont appelés à muter, s'insèrent le mieux possible à leur environnement existant. Donc il y a deux secteurs qui sont fléchés sur des projets habitat, c'est les secteurs du bassin Vauban, donc sud et est, des secteurs où à l'avenir des projets de logement devraient voir le jour, et d'autres secteurs donc, qui sont, on peut passer à la slide suivante, qui sont plutôt destinés donc, au développement touristique de la commune de Gravelines, donc c'est le site du parc des Rives de la Haye et l'espace Tourville, donc, qui lui a été du coup repris en zone urbaine plutôt à vocation touristique pour pouvoir permettre les développements futurs. On peut passer à la slide d'après. Donc voilà pour les principales orientations qui concernent Gravelines. La suite de la procédure, donc là vous êtes appelé à émettre un avis donc sur les trois volets du document, à la fois sur le volet PLU mais aussi sur le volet habitat et le volet déplacement. Si on a 100% d'avis favorables, on passe à l'étape suivante. Si une des communes de la communauté urbaine émet un avis défavorable, une nouvelle délibération du conseil de communauté sera nécessaire, et cette fois donc à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Si on passe ces étapes-là, donc on envoie le dossier pour avis aux personnes publiques associées, qui ont 3 mois pour rendre un avis, et ensuite donc s'organisera l'enquête publique. Bien évidemment, elle se tiendra aussi sur la commune de Gravelines, donc c'est 1 mois minimum d'enquête publique. À l'issue de cette enquête, les maires de l'agglomération se réuniront en conférence intercommunale, puis proposeront que le document soit du coup approuvé par le conseil de communauté. Donc c'est toujours sur des règles de majorité des suffrages exprimés. Donc voilà pour la suite. Donc là, grosso modo, si je peux vous donner des échéances, l'enquête publique, on la prévoit aux alentours de mai-juin 2022, voilà, dans un calendrier idéal, c'est-à-dire où on n'a pas d'avis défavorable de communes et où on a aussi des avis de PPA qui ne nécessitent pas de remettre le travail à l'ouvrage, enfin de remettre des discussions à l'œuvre sur les orientations du document.
Bien, merci à Mme Capet. Donc, pour passer à une phase de questions, hein, pour celles et ceux qui souhaitent en poser. Moi, j'en aurais une première. Là, on voit l'objectif, hein, sur la communauté urbaine de 7500 logements, donc 500 sur Gravelines. Sur le précédent PLUHD, on se situait sur quel niveau, si vous avez cette information? En fait, sur l'objectif de production de logements, on est sur un objectif de stabilisation en fait de la population à l'échelle de l'agglomération. Donc l'objectif, c'est de dire on revient au niveau de population qu'on avait il y a quelques années, puisqu'on a perdu de la population les années précédentes. Donc on a conservé à peu près le même objectif de production de logements pour pouvoir atteindre cet objectif de maintien de la population sur le périmètre de l'agglomération. Oui, donc là, on est sur des phases de 10 ans, c'est ça? Une dizaine d'années environ. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? N'hésitez pas. Pardon. Oui, Raoul Defouet. Tout ça, ça va pouvoir être consulté à quel endroit? En mairie? Ou à la communauté urbaine? Aujourd'hui, en fait, le dossier, il est consultable. On l'a en version papier, on l'a aussi en version numérique. Hein. De toute façon, il a été transmis aux communes alors en format clé, et puis on a envoyé une partie des éléments aussi en papier pour que ça soit plus facilement consultable, notamment tout ce qui est plan, etc. Voilà, donc il est un peu consultable partout. Après, l'objectif, c'est que ce document il soit diffusé lors de l'enquête publique. Voilà, donc là, il y aura un dossier dans chaque commune. Un dossier complet sera consultable dans chaque commune, et puis la commission d'enquête organisera des permanences aussi pour que le public puisse venir consulter le document. Oui, mais comme il existe déjà maintenant, il y a moyen de le consulter, nous? Oui, ben, on a la clé au service technique, on a les éléments sur la clé, donc c'est consultable à la CADA, hein, commission d'accès aux documents administratifs. Donc c'est vrai que c'est là on vous a vraiment fait une synthèse, mais c'est bon, voilà, c'est plusieurs chapitres, etc. Il y a toute une série de cartes, cartographie. Et puis j'insiste sur le dialogue avec l'État, qui est quand même un point, voilà, pas dire de friction, mais quand même un peu tout de même, hein, de se mettre d'accord sur les objectifs, tout en rentrant dans les considérations nationales et même régionales, parce qu'il y a aussi le SRADET qui est un outil aussi délibéré au niveau régional, qui intervient aussi dans ces documents. Il y avait Daniel Villemot qui souhaitait intervenir aussi. Juste pour dire que les documents sont au service technique, puisque moi-même je les ai consultés, et si tu veux les voir, il n'y a aucun problème. On a fait une édition papier de ces documents. Voilà. Est-ce qu'il y a, sur le fond, est-ce qu'il y a des questions, des attentes? Vous avez vu, hein, concernant Gravelines, bon, ben c'est principalement sur le secteur du port où on a une opportunité foncière, hein, pour pouvoir réaliser de l'habitat en accession, en complément de ce qui va être fait à la gare. Hein, donc ce sont les deux secteurs où nous avons la capacité de réaliser de l'habitat, en complément d'autres secteurs où souvent qu'on met sous cette appellation dents creuses, dans le secteur des huttes, la rue des Dunes, là il y a un terrain privé qui pourrait être urbanisé. On a aussi des opérations de démolition, reconstruction dans le domaine social, hein, qui ont été engagées. Vous avez en tête les opérations sur Petit-Fort. Il y en aura une autre sur la rue Claude Bernard, donc démolition des résidences et reconstruction. Quand on démolit du logement social, on reconstruit du logement social, c'est la loi. Voilà, grosso modo. Donc, bien évidemment, nous, on cumule, vous le savez, les contraintes sur Gravelines, hein, contraintes plan de prévention des risques littoral, contraintes de périmètre des 2 km de la centrale, ce qui nous a amené il y a une quinzaine d'années à faire une croix sur la ZAC du Nord-Ban. Vous vous en souvenez pour les plus anciens. C'était quand même 350 logements qui devaient se faire, hein, face au moulin qui
avec l'arrivée de cette circulaire, on a dû faire une croix dessus. Donc voilà, l'avenir de Gravelines se conjuguera au sud. Hein. Donc le port, la gare, voilà. Et c'est dans ce secteur-là qu'il faut aller chercher la création de logements. Parce que même si nous avons créé 700 logements depuis 2001, ça n'a pas suffi pour légèrement endiguer le niveau de la population. Donc, pour reprendre ce que disait Mme Capet, à l'échelle de l'agglomération, c'est le même phénomène. Hein. Donc, on a moins de personnes en moyenne par ménage. Donc, il faut construire beaucoup pour rester au même niveau de population. Et les délais sont longs, les instructions sont longues, les contraintes sont nombreuses. Donc il faut vraiment une mobilisation forte et concertée des services urbanisme des villes avec la communauté urbaine. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Laurent Notbar. Oui, une petite question par rapport à la durée de ce PLUHD qui est sur 10 ans. Les projets que vous venez d'évoquer, monsieur le maire, sont plutôt sur du court moyen terme, on espère en tout cas. Comment, on a plus de visibilité souvent au-delà, comment ce PLUHD peut être, est-ce qu'il peut être révisé justement pour se dégager de nouvelles possibilités avant 10 ans, mais après finalement les projets qui ont été évoqués, où là on se dit on aura peut-être encore des possibilités de construction, parce que je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Et donc comment ce PLUHD peut être modifié éventuellement dans ce cadre-là? Je vais laisser Delphine Capet répondre, merci, mais fort heureusement on peut l'amender dans une certaine mesure, donc qui va vous être précisée. Oui, effectivement, tant qu'on ne modifie pas en fait l'équilibre global du projet de territoire, en fait, ces trois grandes orientations que je vous ai présentées, et que les élus finalement ont toujours ce projet en tête, on va pouvoir effectivement faire évoluer le document. Donc on mettra en place soit des procédures de modification, soit des procédures de révision suivant ce qu'on souhaite réaliser. Après, une fois que le projet de territoire, et c'est pour ça qu'on dit une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'après, bien évidemment, les élus, s'ils estiment que ce projet, il est plus cohérent finalement avec le projet politique de développement du territoire, ils peuvent re-questionner le document et le mettre en révision pour en élaborer un nouveau. Donc effectivement, après, c'est aussi en fonction de ce que souhaitent les élus, puisque finalement, c'est à partir des grandes orientations politiques pour le développement de l'agglomération qu'on va décider de mettre en révision ou pas ce document. Merci. D'autres questions, interrogations? Je vous en prie, M. de la Mensbruge. Oui, donc nous avons bien écouté ce projet de PLUHD. Donc, sur un projet de territoire quand même qui est certes très étendu, comment est-ce qu'on peut mettre en musique, par exemple, le maillage des soins? Il s'avère que sur Gravelines, par exemple, les médecins partent les uns et les autres à la retraite. Faudra-t-il aller à Brédune ou à Stenvoorde pour se faire soigner? Je ne pense pas que ça réponde à... alors, vous allez me dire, il y a un maillage des soins qui est prévu. Certes, mais voilà, la question est posée. Je crois qu'au-delà des grandes intentions, il faut concrètement avoir des solutions opérationnelles pour la population, pour les Gravelinois. Là, on est en conseil municipal de Gravelines, donc je ne parle pas pour les autres. Vous parlez de la consommation foncière qui doit être maîtrisée, sauf que ça, c'est au périmètre de la CUD, hein, et les communes voisines continueront à faire effectivement... j'allais dire, suivant leur propre desiderata. Donc on va se pénaliser. Rééquilibrer le parc social. Donc ça, effectivement, il faudra voir comment faire. Il semblerait que sur Gravelines, on a 45% de logements sociaux. Hein, donc à l'avenir, aura-t-on moins de logements sociaux ou plus? Voilà, donc ce sont des questions concrètes. Vous parlez des transports en commun. La desserte de Gravelines est catastrophique. Hein. Nos enfants sont obligés de mettre 1h30 pour aller dans les lycées. Donc, quand tout va bien. Donc, voilà. Alors, vous parlez de la transition économique. Donc, ce sont des grands mots à la mode. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on parle de la consolidation du tissu économique existant déjà. Hein, et qu'on n'aille pas qu'on ne tire pas dans tous les sens. Je pense qu'il s'agit de consolider déjà l'existant. Le tourisme, bon, c'est effectivement quelque chose
qui a souffert là, pendant ces deux ans de Covid. Donc ce n'est pas forcément la panacée. Voilà, donc sur les plans de zone, quel sera l'impact concrètement sur les différentes zones à Gravelines? Donc ça, je pense qu'effectivement, ce sera étudié à l'avenir. Alors, les plans de stationnement. Effectivement, il y a des difficultés de stationnement. À la gare, par exemple, on peut même pas il n'y a pas d'arrêt minute. Et il n'y a pas de stationnement. Et il n'y a pas de stationnement, si il faut aller 5 minutes à pied. Bon, voilà, très bien. Les linéaires commerciaux, c'est vrai que le commerce gravelinois souffre toujours. Alors effectivement, vaut-il mieux garder des linéaires commerciaux vides ou transformer un certain nombre en habitation? Je crois qu'il faut laisser aussi la main aux maires, enfin, et aux élus de Gravelines pour décider un certain nombre de choses, parce que, vu de la CUD, les choses paraissent simples, mais la CUD, effectivement, Dunkerque est centralisée, enfin, est très centrale, mais nous sommes vraiment géographiquement loin. Vous parlez des 500 logements, donc sur la durée du plan. La commune, effectivement, avait un objectif plus ambitieux là, de 1000 logements. Donc, voilà, comment est-ce que cela va percuter cette affaire-là? Voilà, ça fait déjà beaucoup de questions. Sachant que la communauté urbaine de Dunkerque perd 1000 habitants par an, je ne sais pas si ce sera une mesure, enfin, si ce plan sera une mesure, finalement, permettant la stabilisation, enfin, d'enrayer la chute, d'abord d'enrayer et après de stabiliser le nombre d'habitants. Voilà, donc c'est des réactions un peu à chaud suite à votre présentation sur un certain nombre de thèmes. Mais bon. Merci, M. de la Mesbruge. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse? Je compléterai sur les différentes thématiques évoquées. Est-ce qu'elles sont prises en compte d'une manière ou d'une autre? Sur le maillage des soins, effectivement, l'objectif, c'est de permettre, à travers les règles aussi qui sont contenues dans le document, ce maillage de soins, c'est-à-dire de permettre aussi la création de maisons médicales, de permettre ce type d'équipement sur le territoire. Effectivement, le PLUIHD ne va pas tout résoudre. C'est un outil parmi d'autres pour résoudre cette problématique d'accès aux soins sur le territoire. Mais l'objectif aussi, c'est que le document prenne en compte ce besoin et, à travers les règles qui les dictent, finalement, qu'il puisse permettre d'y répondre demain. Voilà, en permettant la réalisation des projets qui vont contribuer à ce meilleur maillage de soins sur le territoire. Sur les déplacements, donc aujourd'hui, il y a quand même sur Gravelines une desserte qui est effectuée par la gare, qui relie Dunkerque assez rapidement, mais qui fonctionne bien. Moi, je le prends tous les jours, le TER. Voilà. Donc ça, après, chacun ira de son anecdote. Il y a combien de trains par jour en aller et en retour? Et à quelle heure? On va laisser terminer. Ouais, non, mais attendez, je peux y répondre. Après, on y reviendra. On va laisser terminer Mme Capet, si vous voulez bien. Voilà, après sur la desserte en transport en commun, ça après effectivement, de toute façon, un réseau de transport aussi c'est amené à être évalué et puis à évoluer. Donc voilà, après ça c'est aussi des choses qui sont entre les mains des élus communautaires et qui eux-mêmes dresseront un bilan et puis décideront des orientations à l'avenir sur ce réseau de transport en commun. Sur les linéaires commerciaux, donc effectivement j'ai bien entendu la remarque. Après aujourd'hui c'est un outil. C'est un outil. Après, si cet outil, il s'avère qu'il ne fonctionne pas ou qu'il est contre-productif, c'est un outil aussi qui peut être questionné. Les choses ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'un document d'urbanisme, on en parlait tout à l'heure, c'est amené à évoluer aussi et à prendre en compte les réalités quotidiennes qui sont rencontrées soit par les habitants qui vont du coup aussi avoir à respecter les règles édictées par ce document, ou en tout cas prendre en compte les orientations qu'ils donnent pour développer leur projet. Et voilà, et puis qui peut être questionné aussi par les élus. Ce document, il est amené à évoluer. Il faut que ce soit un document qui réponde à des besoins et qui soit re-questionné. Voilà, il y a des procédures pour le faire évoluer et ça doit être un document vivant.
La CUD, oui, certes, on a eu des pertes d'habitants ces dernières années. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à une stabilisation. Donc, vous parliez notamment des documents qui sont élaborés par les collectivités limitrophes, mais eux aussi ont des objectifs de réduction de leur consommation foncière. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure. On a un SCOT à l'échelle de la Flandre Dunkerque et qui, du coup, fixe aussi pour la communauté de communes des Hauts-de-Flandre un objectif de réduction. Et la communauté de communes, comme la communauté urbaine, va devoir aussi s'inscrire dans cet objectif pour pouvoir respecter et être compatible avec ce document qui cadre les documents d'urbanisme locaux. Voilà, enfin, quelques réponses à vos questions. Je ne sais pas si j'ai tout traité et tout... Le sujet est vaste, hein. Ce n'est pas ce document cadre qui va régler tout, hein. Sur les emplois, je vous incite à consulter les documents sur le site de l'agence d'urbanisme qui sont vraiment très bien faits. Et vous verrez qu'il y a eu une progression du nombre d'emplois sur Gravelines. Donc, de façon nette. Hein, on était à 8300, on est arrivé à 9000 emplois sur la commune, ce qui est un ratio tout à fait exceptionnel. 9000 emplois, 12 000 habitants. Donc, en fait, on vient travailler à Gravelines. C'est d'ailleurs un sujet en termes d'accès à la commune, en termes routiers, en termes d'accès, on a vraiment un sujet. Vous le voyez le matin, si vous partez tôt le matin vers Dunkerque et vous voyez les gens arriver vers Gravelines, il y a parfois une queue exceptionnelle. En plus, on a quelques travaux actuellement avec SNF. Et donc forcément, dès qu'il y a un petit grain de sable ça génère tout de suite une circulation fantastique. Donc le nombre d'emplois est en évolution. Sur le réseau de bus, je suis d'accord avec vous c'est trop long. J'ai eu l'occasion de l'exprimer à Patrice Vergrit. Et donc il est prévu sur ce mandat-ci des lignes rapides, comme il existait avant, mais en plus grand nombre, de gare à gare, de manière à faire en sorte qu'il y ait des liaisons directes qui ne passent pas par le pôle d'échange de Grande-Synthe. Parce que c'est la rupture au pôle d'échange de Grande-Synthe qui génère ce long délai que vous avez évoqué. Sur le logement social, je pense qu'il ne faut pas focaliser sur ce terme logement social, comme vous le faites assez souvent, M. Damesbruge, à tort, parce que c'est un ensemble, une ville, c'est une mixité. Donc cette mixité, elle existe sur Gravelines comme sur d'autres communes. On est aux environs de 37 à 38%. Vous avez vu que dans les propositions qui vous sont faites sur les 500 logements, 30% seraient en logements sociaux, alors qu'ailleurs, c'est 40%. Donc on est bien conscient qu'il faut garder un équilibre dans tout ça. On a des gros efforts à faire et nous le faisons. Vous pouvez le constater, il suffit de se balader à Gravelines en termes de rénovation du parc social. On a un parc social locatif très, très important. Et nous avons encore de nombreuses demandes, il faut le savoir, de nos concitoyens pour accéder à ce parc. On ne construit pas pour se faire plaisir, hein. Il y a une véritable demande. Sur le sujet de la santé, la commune est responsable de tout, le maire est responsable de tout, c'est sûr. Ça, c'est un propos que les uns et les autres aiment à cultiver, que ce soit à Gravelines comme ailleurs. Mais bon, force est de constater que tant qu'on ne légiférera pas au niveau national pour dire aux médecins qui ont étudié, ils sont devenus médecins dans une région française et qu'ils doivent exercer un certain nombre d'années dans cette région française, tant qu'on ne prendra pas une décision de ce type, on aura ce problème. Et puis, il y a aussi, ça posera d'ailleurs un débat sur l'avenir, hein, une volonté des praticiens, je discute avec un grand nombre d'entre eux, de vivre différemment que de leurs contemporains. C'est leur droit, c'est leur droit, de vivre différemment. C'est-à-dire, eux aussi, ils veulent avoir des loisirs, etc. Le médecin de famille, H24, 7 jours sur 7, on en a tous connu dans nos familles, c'est derrière nous. Voilà, n'est-ce pas, Mme Bleuet? Donc, il nous faut faire preuve
d'imagination, c'est ce que nous avons fait. Je ne vais pas tout expliquer ce que nous avons fait, vous le savez parfaitement. Le résultat n'est pas encore à la hauteur de nos attentes, mais s'il y avait une baguette magique, ça se saurait. J'étais cette semaine avec le maire de Capelle-la-Grande qui vient de perdre son dernier médecin. Donc une commune de presque 10 000 habitants. Donc vous voyez un petit peu la situation. Donc on est un peu tous à la même enseigne. On fait feu de tout bois pour inverser la tendance. Mais disons-le, c'est pas la commune seule qui va régler le problème. Hein. Je pense que c'est un sujet national qui est devant nous. Sur les communes voisines, M. Lamensbruch, je vais vous répondre, si vous voulez bien m'écouter. Sur les communes voisines, Mme Capet vous a répondu. Sur les communes de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre sont avec nous dans le SCOT. Donc elles partagent les mêmes contraintes que nous. On a d'ailleurs eu des grands débats avec eux sur combien de logements chez eux, combien de logements chez nous. Et la grande question qui s'est posée chez eux, c'est la taille des parcelles. Et donc la taille des parcelles chez eux va être réduite. C'est pas de gaieté de cœur qu'ils entendent ça, mais c'est pas non plus de gaieté de cœur qu'on leur demande ça, mais c'est imposé. C'est imposé sur le plan national. La taille des parcelles, je ne sais pas si vous avez en tête ce chiffre, mais par rapport à ce qu'il était, mais il est en nette diminution. Je ne sais plus à combien on doit être maintenant, mais bon, il y a des tailles maximum qui sont générées. Et c'est pareil pour Roderick. Parce qu'il y a aussi nos voisins du Pas-de-Calais. Il y a les voisins du Sud et puis il y a aussi les voisins du Pas-de-Calais qui, c'est vrai, pendant un certain temps, on avait un peu l'impression qu'ils n'avaient pas les mêmes règles que nous. Mais tout ça est en train de... Je n'ai pas regardé le PLUI HD d'Audric, mais tout ça est en train aussi de s'harmoniser entre les territoires. Et heureusement. Sur le commerce, voilà, on en parle aussi régulièrement dans cette assemblée. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Voilà, elles sont insuffisantes. On peut toujours en faire plus. Mais bon, après, on ne va pas non plus faire le commerce à la place des commerçants. Donc, il faut aussi voilà, des porteurs de projets. C'est tout le sujet qui est devant nous. Après, sur l'économie touristique, celle-ci est en progression sur la commune, hein, au-delà des résultats de cet été. Il faut se projeter un peu plus. Hein, donc on a aussi beaucoup d'investisseurs qui voilà, se mobilisent. Donc c'est aussi signe d'une bonne attractivité. Mais encore une fois, ça n'est jamais totalement gagné. Il faut toujours remettre les efforts, se mobiliser pour faire en sorte que nous soyons toujours attractif. Voilà. Est-ce qu'il y a pas d'autres questions? Je propose de libérer Madame Capet et de rentrer dans notre ordre du jour. Merci de ce travail qui est fastidieux. Ça fait déjà, on va dire, peut-être pas des années, mais des mois au moins que vous êtes, des années, ouais, voilà, que vous êtes avec vos collègues à la charge de ce dossier. Voilà, alors nous rentrons je réouvre donc la séance de notre... Au revoir, bonne soirée. La séance de notre conseil municipal avec l'approbation du procès verbal. Je n'ai pas reçu d'observation. Est-ce que je peux considérer que tout le monde est d'accord? Parfait. Adopté à l'unanimité. J'avais aussi quelques décisions de la 059 à la 116. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions municipales? Monsieur de Lamensbruch. Monsieur le maire, à propos de vos décisions 2021, donc 68, 72 et 83, pouvez-vous nous dire où en est le recours de la préfecture du Nord contre la commune de Gravelines, sachant que le tribunal administratif de Lille a été saisi par le préfet? Pour mémoire, il s'agit des conséquences de la désignation, du recrutement et du complément indemnitaire à la direction de la RGESL, la Régie Gravelinoise des équipements de sport et de loisirs, en d'autres termes, de Sportica. On note que vous avez déjà engagé 4 000 € de frais d'avocat. Cette procédure entraînera probablement d'autres frais supplémentaires. L'image de la commune et nos relations avec la préfecture ne risquent-elles pas d'être ternies?
Merci. D'autres questions sur la décision? Pas de souci. Bien, merci. Sur ce dossier, oui, donc nous sommes en désaccord avec la préfecture sur l'intéressé a fait 2 contrats de 3 ans au sein de la régie en tant que contractuel. Donc, selon nous, notre interprétation, ça ouvre droit à un CDI, comme c'est le cas dans la fonction publique au sein de la collectivité locale. La préfecture a une autre lecture en disant que c'est une régie, donc ça échappe aux règles des collectivités locales. Donc voilà, donc on conteste cette décision. Donc le tribunal administratif a proposé une médiation entre nous et la préfecture que j'ai acceptée, mais que la préfecture a refusée. Donc je pense qu'ils veulent faire de la jurisprudence sur ce dossier et aller jusqu'au bout. Voilà, on verra ce qui sera décidé au final par le tribunal administratif, mais quelqu'un qui a bien fait son travail depuis 6 ans, ça me paraît logique qu'il ait une visibilité sur l'avenir, quoi. On a tous besoin de visibilité dans la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, sur la Mensbruges. En tout cas, moi, c'est mon souhait quand je peux faire en sorte de faire évoluer quelqu'un qui a donné satisfaction. Et vous verrez, lorsque nous étudierons les comptes de Sportica en son temps, les résultats sont de qualité. Je pense qu'il faut pouvoir, et d'ailleurs moi, la lecture juridique que j'en ai jusqu'à présent, c'est qu'on peut le faire, et donc c'est pour ça que nous l'avons fait. Voilà, je vous remercie. Adopté. Personnel communal, Monsieur Guérard, vous avez 3 délibérations. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc la première est une délibération qui revient régulièrement concernant l'apprentissage. Donc il y a un besoin qui a été identifié dans la collectivité. Cette fois-ci, elle concerne le service des ateliers municipaux sur un poste. Le diplôme préparé sera un CAP peinture, applicateur de revêtement sur une durée d'1 an au lycée Guilmer. Donc, le comité technique réuni le 16 septembre 2021 a rendu un avis favorable à l'unanimité et la commission municipale finance, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable également à l'unanimité. J'enchaîne tout de suite, monsieur le maire. La seconde est également une délibération habituelle avec la création des emplois permanents. Afin de pourvoir aux besoins des services, il est proposé de créer les emplois repris dans le tableau que vous retrouvez. Donc, je ne vais pas vous les citer. Et les postes ensuite, donc vous avez les grades et les postes à supprimer, les grades à destination et les postes à créer. Le comité technique réuni également le 16 septembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des postes créés seront inscrits au budget des chapitres et articles prévus. La commission municipale finance, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. La création d'activités accessoires. Donc ça, c'est une délibération un peu particulière qui concerne le recrutement du directeur de l'école de musique, puisque ce dernier qui a été recruté fait partie de l'armée, et que les mutations pour l'intégrer dans la fonction publique territoriale peuvent prendre un petit peu de temps. Donc il a été trouvé un accord qui est de proposer une activité accessoire, donc forcément étant de fait une rémunération, il appartient au conseil municipal d'en autoriser la création et l'inscription au budget des crédits nécessaires à cette rémunération. Donc en fait, il est proposé au conseil municipal de créer cette activité accessoire de la manière suivante. Sur l'enseignement artistique, 10 heures par semaine, ce qui permettrait, le temps que la mobilité soit définitive, qu'il puisse intégrer la collectivité sur une durée de 6 mois, avec un délai, une date de démarrage prévue au 1er octobre 2021. La commission municipale finance, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Et en fait, il y en a
une quatrième, monsieur le maire, qui est l'information sur les mises à disposition. Donc au mois de décembre, il sera proposé le tableau définitif des mises à disposition, mais lorsqu'il y a une mise à disposition qui est mise en place, il est prévu de la présenter, de la soumettre au vote du conseil municipal. Donc là, il y a un agent de la ville de Gravelines qui sera mis à disposition, donc il restera 20% à la ville de Gravelines, et il sera mis à disposition dans le cadre du partenariat avec la régie de Sportica, à disposition à hauteur de 80%. Donc, le comité technique a été informé le 16 septembre 2021 et l'information a également été présentée à la commission municipale Finances, Administration Générale, Ressources Humaines. Voilà, monsieur le maire, pour ces 4 délibérations. Merci, monsieur Guérard. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, je pense que le recours à l'apprentissage, on essaye aussi de se mobiliser. C'est vraiment le meilleur moyen aussi de former, surtout dans les services techniques, etc., d'amener un niveau de qualification suffisant. Il y a de nombreux diplômes qui sont préparés, donc il faut s'en féliciter. Donc nous arrivons à nouveau donc, au PLUI-HD, donc avec cette fois-ci notre avis officiel. Monsieur Villemot, je vais vous laisser le soin de le présenter. Merci, monsieur le maire. Je ne lirai pas l'intégralité de la délibération, j'en ferai un petit résumé. En date du 3 mars 2016, la CUD a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme, donc le PLUC. La révision du PLUC a intégré le volet habitat et déplacement, et cela est devenu le PLUI-HD. Le Conseil de communauté, en date du 22 juin 2017, a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, traduisant les orientations d'aménagement et de programmation. Un dialogue citoyen innovant, une concertation avec le public a été menée pour construire ce nouveau projet de territoire. Cette révision partagée a permis de dégager 3 orientations pour le développement de notre territoire: promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre, promouvoir une agglomération vertueuse de proximité, innover pour l'emploi dans un territoire en transition économique. Par délibération en date du 7 février 2019, le projet de PLUI-HD a été arrêté. Les conseils municipaux ont donné leur avis. 11 communes ont donné un avis favorable, 4 communes ont donné un avis favorable assorti de recommandations, et 2 communes n'ont pas donné d'avis. De cela, suite à l'avis défavorable de l'État, le choix a été fait de retravailler le projet. Et donc, par délibération, en date du 1er juillet 2021, la communauté urbaine de Dunkerque a arrêté pour la seconde fois le projet de PLUI-HD. Et donc, le conseil municipal est amené à donner son avis sur le projet arrêté dans un délai de 2 mois. Conformément aux articles L153-16 et L153-17 du Code de l'urbanisme, le PLUI-HD arrêté sera transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, mentionné aux articles L132-7 et L132-9 du même code, ainsi qu'aux communes limitrophes, EPCI, directement intéressées, et à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles naturels. Ces avis, ainsi que celui de l'autorité environnementale et la synthèse des contributions de la concertation, seront joints au dossier d'enquête publique portant sur le PLUI-HD. À l'issue de l'enquête publique, le projet de PLUI-HD éventuellement modifié pour tenir compte des observations formulées sera approuvé par délibération du conseil de communauté de la CUD à l'issue d'une ultime conférence intercommunale. Tout cela avait été dit précédemment. La commission extra-municipale Travaux, Aménagement et Accessibilité a émis un avis favorable à l'unanimité et a exprimé les remarques suivantes. Le projet d'aménagement urbain du site du bassin Vauban Sud est entré dans une phase opérationnelle entre les 2 arrêts de projet du PLUI-HD, le 7 février 2019 et le 1er juillet 2021. En effet, la ville a lancé un appel à projet en juin 2021 pour désigner l'opérateur qui procédera à la construction des logements. Ce projet, par ailleurs, a par ailleurs évolué puisque la ville envisage dorénavant ce site comme un quartier urbain mixte intégrant logement et commerce. Nous demandons que les orientations d'aménagement et de programmation sectorielle du site du bassin Vauban soient par conséquent modifiées en ce sens. Grâce à la mise à disposition de parcelles par la communauté urbaine de Dunkerque, la ville a procédé à l'aménagement de nouveaux jardins familiaux sur le site du Norban. Nous sollicitons par conséquent que le zonage du PLUI-HD tienne compte de ce nouvel usage.
Et enfin, le troisième point, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du département du Nord prévoit, comme précisé dans le programme d'orientation et d'action Habitat, la création de 16 places de type terrain familiaux locatifs sur la commune de Gravelines. Pour répondre à cette intention, le PLUIHD a classé en secteur UR l'emprise actuellement utilisée pour le stationnement des gens du voyage. Cependant, compte tenu des conditions d'équipement, comme la voirie, et pour faciliter la création et l'aménagement du terrain familial, la commune suggère d'intégrer au zonage UR la partie située au nord de l'emprise occupée actuellement. Voilà pour ce qui est de la présentation de la délibération. Pour ma part, je reviendrai en quelques mots sur l'importance du PLUIHD qui va orienter et cadrer les modalités d'aménagement du territoire pendant les 10 prochaines années. Nous sommes au terme d'une procédure qui a été engagée en 2016. 5 années ont été nécessaires pour élaborer ce document d'orientation stratégique. Le zonage, le règlement et les orientations d'aménagement examinées aujourd'hui traduisent les orientations politiques définies et votées en 2017 dans le PADD. L'exercice de répondre à des besoins sur un temps long est difficile. De nombreux projets ont vu le jour entre 2016 et 2021, et la réalité du terrain n'est plus tout à fait la même qu'il y a 5 ans. Comme, par exemple, le débat public sur le CAP 2020 qui devait nous amener 16 000 emplois ou le projet EPR et dans les familles qu'il faudra loger. Dans ce cadre, le PLUIHD doit dresser, dans une dizaine d'années, les enjeux en termes d'habitat, de déplacement et de paysage et mettre en œuvre les outils permettant au territoire de répondre à ces défis. On examine souvent ce document à travers le prisme de la contrainte ou de la réglementation, mais le PLUIHD est avant tout un outil permettant le développement du territoire en fonction d'orientations partagées par des élus de l'agglomération. Où implanter des logements, des centres commerciaux, des zones économiques. Comment privilégier le développement dans les zones déjà desservies en transport en commun. Comment éviter le mitage commercial ou garantir la préservation de notre patrimoine bâti ou naturel. Comment renforcer l'attractivité de notre territoire tout en répondant aux défis sociaux et environnementaux. C'est aussi l'importance du PLUIHD qui encadre les réserves foncières disponibles ouvertes à l'urbanisation. L'un des principaux défis de ce document d'urbanisme est de réduire l'artificialisation des sols. La loi climat et résilience, votée par le Parlement en août dernier, est venue d'ailleurs renforcer les attentes de l'État en la matière. Ainsi, sur l'ensemble du territoire de la CUD, durant toute la durée du PLUIHD, seuls 230 hectares, dont 22 hectares pour Gravelines, devront être ouverts à l'urbanisation, c'est-à-dire pouvoir passer d'un zonage naturel ou agricole à un zonage urbanisable pour du logement, du loisir et du développement économique. Pour Gravelines, les 22 hectares sont décomposés de la manière suivante. 7,67 hectares de zones pour le développement de projets économiques, 14,59 hectares de zones pour le développement de projets touristiques. Et pourtant, nous devons soutenir l'activité économique, produire plus de logements pour permettre d'accueillir de nouveaux habitants, mais également pour compenser le phénomène de décohabitation. Il y a nécessité de construire la ville différemment. Nous allons donc devoir apprendre à reconstruire la ville, dans la ville, être économe de l'espace. Cela veut dire densifier, procéder à des opérations de renouvellement urbain. Après les opérations réalisées par le bailleur Logifin dans le quartier de Petit-Fort-Philippe, d'autres opérations du même type devront être mises en œuvre sur notre parc de logements. Les grands projets de logement à Gravelines, le quartier de la Gare et ses 240 logements, le port et ses 300 logements, s'inscrivent dans cette optique. Ainsi, le projet de renouvellement urbain du quartier de la Gare a été lancé sur d'anciennes friches industrielles, Boitel, mais aussi Vasquen, dans un futur proche. D'autres opérations de moindre envergure sont en cours sur les sites de l'ex-école Sacré-Cœur et de l'ex-garage Citroën rue Dunkerque. Cette densification doit s'accompagner de nouveaux outils pour s'assurer un cadre de vie de qualité pour nos habitants. Plus d'espaces verts, une végétalisation des murs et des toitures, des aménagements cyclables connectés entre eux. Nous devons également nous doter d'outils nous permettant de lutter contre la transformation de cellules commerciales en logements, préserver notre patrimoine architectural, les maisons de pêcheurs notamment. Il y a les opérations de développement de l'artisanat. Le PLUIHD permet également de prévoir l'aménagement de nouvelles zones d'activité. Ainsi, l'ancien site des cartonneries, un nouvel exemple de construire la ville dans la ville, accueillera dans les années à venir une zone d'activité tournée vers les métiers de l'artisanat et du bâtiment. La création de ZAC devrait d'ailleurs être actée lors du prochain conseil communautaire. Il y a de nombreux projets industriels en cours. Et puis notre territoire et cette particularité d'avoir en son sein le 3e port français,
Formidable outil de développement que nous devons accompagner. Nous avons tous en tête les projets de SNF et de Cap 2020. Quelques projets de logement identifiés, environ 610. Quartier de la Gare 140, rue du Pont-de-Pierre 25, ex-site Vasquen 50 et rue des Dunes 20 logements. L'ex-garage Citroën 16 logements. L'ex-école du Sacré-Cœur 79 logements. Et site du bassin Vauban 280 logements. Le PLUI-HD ne doit donc pas être perçu comme un simple règlement contraignant en matière d'urbanisme. Il est avant tout un outil qui permet le développement d'un territoire croisant ses attentes en termes de logement, transport, cadre de vie, développement économique et touristique. Voilà, Monsieur le maire, en quelques mots, ce que je voulais rajouter par rapport à cette délibération, mais également remercier les techniciens de la ville qui ont travaillé avec la communauté urbaine sur les différents projets que je viens de citer et pour lesquels le travail a été conséquent. Merci, M. Villemot, pour cette précision et puis ces observations qui permettent de visualiser un peu et d'être concret avec ce PLUI-HD sur la commune. Donc je mets au vote. Quels sont ceux qui sont... Madame Alvarez? Merci, Monsieur le maire. Excusez-moi. Une simple précision concernant les 16 places de type terrains familiaux locatifs. S'agit-il de terrains qui sont à destination des gens du voyage itinérants qui passent par Gravelines, ou est-ce qu'il s'agit de reloger les gens du voyage sédentarisés au niveau du port? Et ensuite, où se situeront ces places, sur quel secteur de la ville? Merci à vous. Merci, M. Villemot. Est-ce que vous avez des précisions sur ce point? Alors tout d'abord, sur ces 16 places, effectivement, il faut prendre en compte ce qui existe actuellement, notamment ceux qui sont situés sur le port. Envisager également d'autres places, puisque il y a toujours nécessité de pouvoir en accueillir d'autres, c'est une règle. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de délocalisation, vraisemblablement à ce stade aujourd'hui de la négociation et des projets envisagés. Cela devrait rester au même endroit. Merci à vous. Bien, pas d'autres observations, donc je peux considérer que vous êtes favorable. On y est favorable, merci. Bien, mais écoutez, ce sera adopté à l'unanimité, donc c'est un signe positif que nous envoyons à la communauté urbaine, en reconnaissant ainsi la qualité du travail accompli avec nos services qui ont aussi fait preuve d'une grande attention, parce que là, on ne rentre pas tout à fait dans tous les détails, mais on est à la parcelle. Hein. Donc il y a des parcelles qui n'étaient pas constructibles, qui le deviennent. Donc c'est vraiment un travail quasiment à la parcelle qui est réalisé. Hein. Donc je n'ai pas en tête toutes les dents creuses, comme on les appelle, mais il y en a un certain nombre qui deviennent constructibles, permettant là aussi d'augmenter le nombre de logements sur la commune, et notamment l'accession à la propriété. Du PLUI-HD à la culture et au patrimoine, il n'y a qu'un pas. Madame Kerkhoff. Donc, je vous laisse le soin de présenter cette délibération nous permettant, avec l'aide de la région, que je tiens à remercier, d'accueillir cette compagnie, fort présente à l'échelon national, avec un de ses animateurs qui est le président tout de même du festival, qui a été président du festival Off d'Avignon. Donc, Monsieur Nixon, je cherche... Pitakash, voilà. Mémoriser le prénom, c'est plus simple que son nom. Allez-y, Mme Kerkhoff. Merci, Monsieur le maire. Par une convention, la compagnie Libre d'Esprit est en résidence longue durée dans la région Hauts-de-France pour y conduire un programme d'activité culturelle. Les orientations de ce programme répondent aux objectifs de la politique culturelle municipale. Cette compagnie est d'ailleurs déjà présente sur notre territoire par le biais du Festival Grand Large. Pendant l'été 2020 et l'été 2021, ont été proposés des concerts, du théâtre, des contes, des débats, etc. Il est proposé au conseil municipal de signer une convention de résidence pour 3 ans avec cette compagnie et de contribuer financièrement à ce dispositif par l'attribution d'une subvention de 15 000 € pour 2021. La commission Finances, Administration Générale, Ressources Humaines a émis un avis favorable à l'unanimité.
Merci. Donc c'est amené à monter en puissance. Bon, c'est vrai qu'on est tellement dans une situation là, depuis 1 an et demi, voilà, compliqué quoi. Hein. On fait pas, un pied en avant, un pied sur le côté. Mais bon, ils ont à chaque fois, malgré tout, essayé de produire, etc., une manifestation. Mais bon, voilà, l'idée vraiment est de générer une dynamique autour de cette troupe. Est-ce que tout le monde est d'accord pour cette subvention? Pas de souci. Merci pour cette confiance. Nous avons ensuite, au chapitre attractivité événementielle, action économique, 2 acquisitions de licences. Initialement, c'était une, et puis on a eu une deuxième opportunité, compte tenu aussi du fait, bon, vous savez, il y a un certain nombre de projets hôteliers qui vont avoir besoin de licences, et donc on a souhaité acquérir les 2 licences. Je vais laisser le soin à Mme Verstraat de nous expliquer les raisons de tout cela. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, il convient de rappeler au Conseil que les débits de boissons ou restaurants distribuant des boissons de 4e catégorie participent au tissu économique et social local et concourent au dynamisme du commerce. Ils contribuent également à renforcer l'attractivité économique du secteur. À ce titre, pour éviter un transfert de ces licences hors de la commune, ou l'extinction telle que prévue par l'article L3333-1 du Code de la santé publique qui serait préjudiciable à la trame commerciale de la commune, il apparaît opportun que la ville acquiert ces licences 4 afin d'en assurer le maintien sur la commune et d'envisager la rétrocession ultérieure à un nouvel établissement. Dans l'attente de la rétrocession de ces licences 4 et afin de ne pas les voir s'éteindre, l'autorisation, la commune pourra transitoirement en faire usage dans le cadre des fêtes, manifestations de la ville. La première acquisition est celle de Madame Mailleux, Martine, titulaire du fonds de commerce sous l'enseigne Le Martins, d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie. Le fonds de commerce ayant été liquidé en janvier 2021, la gérante souhaite aujourd'hui céder la licence 4 qui y est rattachée. Il est important de rappeler que cette licence a fait l'objet en juin 2021 d'une procédure de transfert vers la ville de Valenciennes. Procédure sur laquelle la ville de Gravelines a émis un avis négatif, avis suivi par les services de la préfecture de Lille au regard notamment de la justification des projets économiques prévus à moyen terme sur la commune, ce qui a permis de maintenir la dite licence sur Gravelines. Une offre de cession de 7 000 € TTC a été exprimée par le propriétaire de la licence 4. Considérant le contexte économique exposé ci-avant, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition par la ville au prix de 7 000 € de la licence 4 de débit de boissons appartenant à Madame Mailleux. La commission municipale, finances, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. La deuxième licence est celle de Monsieur Châtelain Didier, titulaire du fonds de commerce L'Escale, d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie. Le gérant a souhaité mettre fin à son activité et a choisi de désolidariser la dite licence. Une offre de cession de 5 000 € TTC a été exprimée par le propriétaire de cette licence 4. Considérant le contexte économique exposé ci-avant, il est proposé au conseil municipal d'approuver également l'acquisition par la ville au prix de 5 000 € TTC de la licence 4 de débit de boissons appartenant à M. Châtelain Didier. La commission municipale, finances, administration générale, ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, Mme Verstraat. Y a-t-il des questions, Mme Alvarez? Merci, monsieur le maire. Alors oui, bien évidemment, nous sommes favorables à ces 2 délibérations. Toutefois, avez-vous un élément d'information qui justifie la différence du montant entre les 2 licences 4? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une négociation avec le vendeur ou est-ce qu'il y a des raisons autres? Merci à vous. Madame Verstraat, des éléments de réponse? C'est juste l'offre et la demande. Donc la licence de Madame
de Madame Mailleux, avait été, comme je l'ai rappelé, partait sur Valenciennes pour l'offre de 7 000 €. Donc, on a tout simplement accepté l'offre de la gérante. Et M. Châtelain nous a proposé 5 000 € pour acheter la licence, c'est ce qu'on a accepté également. Voilà pour ces éléments de réponse. Donc, tout le monde est d'accord. Écoutez, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne soirée et à se dire à bientôt au mois de novembre pour le débat d'orientation budgétaire, puis, a priori, en décembre, le vote du budget. Bonne soirée à toutes et à tous et merci de votre présence. Merci.